Il fait partie de ceux qui veulent nationaliser cette entreprise et il garde un goût amer de ce dossier Florange. Écoutez-le. De multiples preuves sont aujourd'hui rendues publiques montrant que l'ensemble des plus hautes autorités de l'État, président de la République, Premier ministre, ministre de l'économie, mon successeur, étaient parfaitement informés de la situation de Belfort. Je considère que l'État n'a pas été à la hauteur de ses missions et a déserté sa mission d'amener les principaux acteurs de l'équipe de France du ferroviaire, SNCF, Alstom, à s'entendre et à s'unir. Ce qui se passe ici et la victoire qu'il faudra obtenir pour le territoire de Belfort est décisive pour ne pas revivre ce qui s'est passé à Florange. Ce que j'ai vécu dans l'affaire de Florange, je ne veux plus jamais voir cela dans mon pays. Voilà, c'est un coup de gueule, il tape très fort. Et au même moment, quasiment à Rennes, Emmanuel Macron, alors lui qui surfe dans les sondages et qui a eu aussi à traiter de ce dossier Alstom, mais écoutez-le, il n'a rien à se reprocher, il a fait le maximum, il était au plus près des salariés. Écoutez Emmanuel Macron. J'ai suivi de très près le dossier Alstom et je le connais très bien. Donc on m'indique ce que je n'ai pas fait en tant que ministre pour le dossier Alstom. Certes, je n'ai pas fait, comme beaucoup à droite et à gauche, des promesses intenables. Mais si s'occuper des gens, c'est leur promettre monts et merveilles pour ensuite les laisser dans le désespoir, ça n'est pas l'idée que je me fais de l'engagement politique. Par notre action conjointe avec Alain Vidalis, alors que j'étais ministre, nous avons évité un plan social en mai 2015. C'est ça l'engagement que j'ai pris, et aucun autre qui eût été intenable, et qui ne correspondait d'ailleurs à l'époque à aucune réalité. Alors, hormis Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron et quelques autres disent la même chose. À chaque fois qu'un ministre ou ancien ministre s'exprime sur Alstom, il dit « j'ai sauvé l'entreprise ». Vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron? Il a vraiment sauvé? Oui, parce qu'elle est en difficulté depuis plusieurs années dans sa branche transport. Moi, je voudrais d'abord saluer les salariés qui sont angoissés vis-à-vis de leur sort. Les gens d'Alstom, je les connais bien, je les ai défendus à l'international. Et c'est vrai que c'est difficile dans un univers concurrentiel, mondial. Et nos concurrents sont aussi européens, les Allemands, les Espagnols, et au-delà, il faut se battre tous les jours. Donc, il faut être bon sur les prix, bon sur la qualité du service, et puis on peut pas comparer le dossier Florange et Alstom. Arnaud Montebourg le fait, en tout cas. Oui, non, mais lui, il a toujours la parole facile, l'avocat, là, le chevalier blanc. C'est au jeu de dire c'est la faute à chercher des boucs émissaires partout. Moi, le patriotisme économique, j'en entends parler depuis 30 ans, depuis les noyaux durs d'Édouard Balladur. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Non, mais le patriotisme, c'est de faire monter en gamme notre industrie nationale. Et on retrouvera la souveraineté politique quand on aura cette souveraineté économique. On la retrouvera en Europe et dans le monde. Alors ce que je veux dire, c'est que pour le moins, dans cette affaire, il y a quand même un manque d'anticipation de la direction. Je parle de la branche transport. J'ai compris qu'on pourrait revenir. C'est pour ça que vous parliez de François Hollande, parce qu'il savait, dit-on, depuis longtemps. Non, mais tout le monde sait que Alstom est une entreprise fragile, qui a eu un montage au moment du rachat de la branche énergie par GE. On va y revenir, c'est un point fondamental. Qui était quand même, les prêter 20% pour avoir un droit de regard par le biais d'administrateurs au conseil d'administration, parce que c'est ça, on a 20%, mais qui doivent... C'était racheté à Bouygues. Non, des droits de vote qui doivent être jusqu'en fin 2017. C'était racheté à Bouygues, donc voilà, c'est Bouygues. Non, c'est un prêt. Non, mais c'est un prêt. Donc Bouygues nous prête. C'est un montage un peu baroque, faut bien le dire. Pour nous permettre de regarder. Mais c'est vrai que Alstom est en difficulté. Mais quand je parle du manque d'anticipation, et je vais terminer là, de la direction, c'est quand même qu'on sait qu'il y a un problème de demande. Le marché national, il est modernisé. Je parle de la France. Dans la concurrence internationale, c'est très difficile. Et les appels d'offres que font les grandes sociétés comme la RATP, comme la SNCF, sont des appels d'offres européens. C'est la loi Sapin 1, ça. C'est des appels d'offres européens. Donc on est en concurrence. Au mieux 10 ans. Non, pas forcément. Non. Parce que qu'elle fait une entreprise, elle regarde évidemment le prix, mais elle regarde aussi la qualité de service, les délais de fabrication. Il se trouve que d'autres sont plus compétitifs. Juste, Frédéric Lefebvre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le manque d'anticipation, c'est aussi que aujourd'hui, on fait Alstom Belfort, c'est des locomotives. D'accord ?
Bon. C'est pas les TGV, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon lancement, c'est des locaux. C'est des locomotives. Qui vont pas bien, les SNCF d'ailleurs. Les locomotives, maintenant, il y en a plus. Les trains modernes, ils sont intégrés dans les bogies même. Voilà, même dans exactement, dans les bogies. Donc c'est là où je dis que quand même il y a un manque d'anticipation. On sait qu'il y a un problème de demande nationale, donc on sait qu'il y a un problème de compétition internationale très dur, et on sait qu'en plus le produit qui est fabriqué à Belfort n'a pas d'avenir. Alors, donc ça, c'est dommage. On aurait pu y penser plus tôt. On va reparler de Patrick Cron, de la stratégie d'entreprise, mais quand même, entre ce que ça remonte pas à l'année dernière. Entre ce que dit Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron, c'est deux visions, Bernard Devers, c'est deux visions de notre économie. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question ? Il y a une économie, entre guillemets, fermée. Arnaud Montebourg veut ce soir nationaliser. Et il y a Emmanuel Macron qui est plutôt ouvert à ce que dit Nicole Bricq. Attendez. A eu l'idée que c'est un marché mondialisé, que l'entreprise est face à une concurrence, et que si elle n'est pas capable de répondre au délai, à la qualité, eh bien effectivement, Alstom est battu. Qu'est-ce que le député, qui est en plus des Français de l'étranger, dit ce soir, député LR, sur cette idée qu'il faudrait qu'on soit un peu plus patriote? C'est vrai que François Hollande tente de tordre le bras à la SNCF, à des entreprises. Vous êtes situé où? Vous dites on laisse le marché faire parce que l'entreprise c'est comme ça, ou alors on intervient. Alors moi je pense que malheureusement, et d'ailleurs c'est terrible pour les salariés, et on le voit là aujourd'hui sur le site de Belfort, il y a ce balai, vous savez, des politiques au moment où il y a des élections, où chacun vient faire des déclarations. On a l'impression que tout le monde vient près de la dépouille pour donner sa version. La vérité, c'est qu'il y a une co-responsabilité de la droite et la gauche depuis 40 ans, premièrement. De quoi? Dans le démantèlement de cette entreprise? Non, j'y arrive. C'est beaucoup plus large qu'Alstom. Après, moi, je veux bien qu'on parle d'Alstom. Ah oui, parce que c'est le dossier de ce soir. Oui, mais ça a été d'ailleurs assez bien évoqué à l'instant, et ça va l'être par mon voisin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de responsabiliser uniquement l'entreprise, au lieu d'expliquer que c'est uniquement une question de patriotisme, et même si, franchement, je passe une grande partie de mon temps aux États-Unis, nous sommes particulièrement naïfs. Et ça fait des années et des années que je demande que l'Europe, plutôt que de se concentrer uniquement sur la question de la monnaie, que l'Europe construise un droit unifié des affaires pour qu'on soit en situation de ne plus se faire imposer les règles par les États-Unis. Donc, il y a beaucoup, en l'occurrence, de responsabilités du côté des hommes et des femmes politiques qui, au lieu de simplement se concentrer sur comment on va sauver, parce qu'on n'a pas anticipé, vous l'avez très bien dit, comment on va sauver tel site ou tel site, devrait se concentrer sur des questions globales de politique publique. On a aujourd'hui urgence là. Oui, mais pourquoi il y a 10 jours. Pourquoi il n'y a plus de commandes publiques en France? Pourquoi il n'y a plus de commandes publiques? Parce que le pays est exsangue. Parce que aujourd'hui, enfin, ça date pas d'hier. Parce que aujourd'hui, on a des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas maîtrisées. Parce qu'il faut changer de modèle social. Je ne cesse de le répéter. Parce que ça va être juste en 10 jours, hein. Non, mais bien sûr que c'est pas une question. Vous savez, c'est simple de dire ça. Il y a un moment où il faut accepter de regarder la réalité. Là, vous savez ce qui va se passer? Pour enjamber l'élection présidentielle, il va y avoir une solution de trouver, et vous allez voir que le site va survivre encore quelques mois. Avec quoi? Avec des commandes de l'État? Mais peu importe, en mettant autour de la table tel et tel acteur, et tout le monde va expliquer on a sauvé. C'est pas le sujet. Ce que je veux expliquer, c'est que le sujet, ça va au-delà. Ça fait 40 ans qu'on ne prend pas un certain nombre de décisions, qu'on a un modèle social aujourd'hui qui fait de nous le pays où on paye le plus de prélèvements obligatoires, un des pays les plus endettés, qui fait de nous un des pays qui malheureusement, et si on parle du modèle social, où la pauvreté ne cesse d'augmenter, on a 8,5 millions de pauvres, vous avez 14 ou 15 millions de Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, parce que le système ne veut pas... Et Alstom est dans cette grande boucle. Parce que le système ne veut pas maigrir. Jean-Michel, 4 points. Quand même, le scandale Alstom, d'abord c'est un titre choc. Il démarre depuis quand ce scandale Alstom? Vous qui avez expertisé et enquêté. Il remonte à un peu plus de 20 ans. C'était CGE avant. Hein, C'était la Compagnie Générale d'Électricité. C'était une très grande entreprise. Et ensuite, c'était Alcatel-Alstom. Quand vous voyez le bilan un peu plus de 20 ans après, Alcatel était le numéro 1 mondial des télécommunications. Et Jacques Alstom, à l'époque, était un des géants de l'énergie, du ferroviaire et du maritime, avec Mitsubishi, General Electric, Westinghouse. Un poids lourd. À l'époque. Un poids lourd et Siemens, bien sûr. En 20 ans, on a liquidé tout ça. On a liquidé tout ça. On a liquidé Alcatel,
au nom du pure player, c'est-à-dire de la Monsieur concentration. Tchourouk, c'était Monsieur Tchourouk, Alcatel. Oui, tout à fait. Ensuite, on a vendu les chantiers de l'Atlantique à un groupe étranger. Ensuite, ce sont les Coréens qui l'ont récupéré, et les Coréens sont aujourd'hui en faillite. Et d'ailleurs, la participation des Coréens est sur le marché, 66%. Les Français ont 34%. La BPI, peut-être la Banque publique d'investissement. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, ensuite, il y avait l'énergie, il restait l'énergie. Et puis, on a vendu l'énergie à General Electric. Aux Américains. Aux Américains. Et l'énergie, c'était encore 70% de l'activité du groupe Alstom. Il reste quoi aujourd'hui? Il reste 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le ferroviaire. C'est-à-dire que Alstom s'est ratatiné au fil des années. Alors, les difficultés sur le ferroviaire ne datent pas d'aujourd'hui. Je me souviens très bien que c'était en 2012-2013, c'était la branche ferroviaire qui posait, à la limite, plus de problèmes que la branche énergie. Oui. Pourquoi a-t-on changé de pied brutalement? Pourquoi Patrick Cron, au lieu de trouver un partenaire, on envisageait un partenariat sur le ferroviaire, avec des partenaires étrangers, on avait parlé des Espagnols, ou racheter un groupe espagnol, Patrick Cron a dit j'ai pas l'argent pour racheter, et puis d'un coup, il change de pied, et il vend tout en bloc l'énergie, que même c'était rentable, juste pour ceux qui n'ont regardé. C'était rentable, une fameuse turbine. C'était la plus rentable. Plus rentable. Bien Trois quarts du groupe, hein. Oui, 3 quarts. Vous connaissez beaucoup de groupes où on vend les 3 quarts d'activité la plus rentable. Et pourquoi il a vendu? Parce que il ne l'a pas avoué, parce que il est tenu par les conditions du settlement, du règlement avec le département de la justice américain, mais c'est la raison qui a fait basculer. C'est-à-dire que le procès pour corruption qu'ils ont négligé, que les dirigeants d'Alstom ont négligé pendant 2 ans au moins, n'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas compris, comme les dirigeants français, d'ailleurs politiques aussi, n'ont pas compris que les Américains mettaient en place une machine de guerre, avec l'extraterritorialité de leurs droits. Voilà. Nous avons été naïfs. Mais on l'a vu avec la BNP Paribas, on le voit aussi avec le Crédit Agricole, etc. C'est une offensive tous azimuts. Et à part qu'il y a une vraie stratégie montée. Mais bien sûr, c'est une stratégie. Regardez, quand la Commission européenne, dans un moment de lucidité, se prend à vouloir condamner Apple. Apple, l'un des plus grands fraudeurs, avec General Electric d'ailleurs, du fisc, le tax avoider, comme on dit, en Irlande. Champion. Bon, eh bien, Obama, le jour même, intervient. Je n'ai pas vu François Hollande intervenir publiquement quand les Américains ont condamné BNP Paribas à payer 8,5 milliards de dollars d'amende. Le politique s'engage, c'est ce que vous dites. Exactement. Il y va. Donc là, la menace d'amende sur Alstom a joué un rôle déterminant. Et bien évidemment, c'était le moyen, General Electric était le moyen pour Patrick Cron de régler d'un coup un certain nombre de problèmes. Oui. Patrick Cron, il faut quand même préciser que il est parti. Le conseil d'administration lui avait refusé en fait les 4,65 milliards millions, milliards c'est beaucoup. Oui. Mais effectivement, à 62 voix, je crois, ils ont lui refusé les 4,65 millions d'euros qu'il devait empocher, en plus évidemment. Alors à partir de là, si vous voulez, tout s'enchaîne. À l'époque, Patrick Cron a fait exactement la même chose, par Lafarge a copié Patrick Cron. C'est-à-dire qu'il a mis le gouvernement français devant le fait accompli. Ils ont négocié en secret avec General Electric à 3 personnes. Même le conseil d'administration n'était pas au courant. Je pense que Martin Bouygues était au courant. Mais l'ensemble du conseil d'administration n'était pas au courant. Le directeur financier d'Alstom à l'époque a été mis de côté. Parce que on pensait qu'il n'était pas sûr. Une opération. C'est une opération secrète, si vous voulez. Et puis. Vous parlez même d'intelligence économique, s'il y a une sorte d'espionnage comme ça, travaillé. Oui, juste Bernard Devers, juste avant, je vous interromps, mais vous parlez de la bourse ou l'industrie. Oui. Est-ce que Alstom fait partie de l'archétype de ce que vous décrivez? Alstom n'est que le reflet de cette absence de politique industrielle ambitieuse depuis 30 ans dans ce pays. Mais ça fait 20 débats que je fais sur ce plateau. J'en ai fait et j'entends toujours la même chose. On a l'impression que c'est fini. Écoutez, je ne sais pas si à chaque élection présidentielle, il y a une émotion, on va dire, nationale. On parle enfin de l'industrie chaque fois que ça revient, depuis 2008. À chaque fois qu'elle meurt, on en parle. Mais voilà, c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans un moment assez crucial pour l'avenir de l'industrie, dans sa globalité, pour différentes raisons, je pense. Parce qu'il y a des technologies qui arrivent, on appelle le numérique, mais il y a aussi les enjeux, et là on tombe dans le dossier énergie, comme dans le transport collectif, qu'on appelle la COP 21, les enjeux environnementaux. Et au même moment, on est en train de se débarrasser de tout ce qui est pour nous un peu quand même, depuis ces dernières années, les atouts de la France. L'éolien d'Areva part chez Siemens, si vous parlez. Oui, Siemens, ça va à l'espagnol. C'est-à-dire qu'on est un pays qui est en train de vendre ses atouts, mais pas d'aujourd'hui, à des investisseurs étrangers,
Regardez ce qui reste. Moi, je vais vous dire, tranquillement. Heureusement qu'on a encore un peu la défense, on a encore l'aéronautique, le luxe. Mais ça sera bougri. Ouais. Ça sera bougri. On était les champions dans les télécoms. Aujourd'hui, il reste plus rien. En 2014, la filière ferroviaire était classée filière d'excellence, reconnue dans le monde entier. 2 ans après. Et c'est une filière qui se démantèle, enfin Donc, qui se détruit. qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis tout simplement, il y a une absence de politique industrielle cohérente, ambitieuse. On a laissé les clés aux grands groupes et multinationales. C'est eux qui font la politique industrielle dans ce pays. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ils tournent le dos, ils larguent les amarres. Contrairement à ce qui se passe. Attends, non mais vous le CGTistes, est-ce que vous êtes plutôt sensible à l'oreille, oui. au discours d'Arnaud Montebourg qui dit je veux qu'on nationalise, alors provisoirement ou nationalisation complète. Vous êtes plutôt sensible à ce que dit Emmanuel Macron. Non mais c'est important quand même. Tout à fait, c'est important. C'est les hommes politiques qui D'abord, s'expriment. M. Macron, on l'a rencontré plusieurs fois. On a écrit au président de la République en février 2015. Et cette histoire de Belfort, du ferroviaire, où derrière l'enjeu, c'est 10 000 à 15 000 emplois. Belfort n'est que la pierre d'angle. D'accord. On est d'accord? C'est toute la filière. Il y a 9 000 emplois en France, c'est ça? Ah non, il y a 25 000 à la filière. Il y a 12 25 000. sites. Et 11 000 à Belfort, à Alstom. Il y a aussi Bombardier qui est un menacé à Oui, Crespin. Bombardier, ouais. Siemens est en train de liquider tout ce qui reste, y compris à Paris, et voilà. Et il y a 5 000 emplois parce que l'industrie ferroviaire, c'est fournisseurs, équipementiers, sous-traitants. Donc c'est la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Ben, on a un pôle Mais de compétitivité. avec la particularité, Est-ce qu'il faut nationaliser vous? Non mais c'est une question importante. Mais tout à fait, mais je vais essayer d'y répondre. La question de la nationalisation, ou en tout cas la participation publique en soi, voilà. on la rejette pas. Mais le problème, c'est pas une politique sparadrap qu'on a besoin. C'est de changer d'orientation politique. C'est d'impulser. C'est-à-dire, nous, ce qu'on essaie de dénoncer un peu dans le livre en disant, si on continue comme ça, c'est derrière l'enjeu de Belfort, c'est pas les commandes. C'est pas les besoins du marché national. C'est un problème de demande, là. Non. C'est ce que dit en tout cas Alstom. Je m'explique. Ponctuellement. Il y a une stratégie aujourd'hui, comme Turuk a développé à Alcatel, les entreprises sans usine. On est en plein là-dedans. Non, mais c'est plus ça. Si. On a les dossiers de la direction d'Alstom qui dit clairement on abandonne les capacités de production en France et on se rapatrie uniquement sur la maintenance et les services. Alors un mot chacun et un sujet. Pourquoi? Pourquoi on abandonne notre industrie et nos hommes qui sont dedans? C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on a, et c'est l'intérêt du pays, des groupes qui deviennent mondiaux. Le drame de la France, c'est que depuis 40 ans, on devrait avoir, comme dans un certain nombre de pays, des grandes entreprises françaises qui avaient dimension mondiale, qui, parce qu'elles ont des marges de manœuvre, sont capables d'investir, d'acquérir d'autres entreprises et d'investir. Aujourd'hui, elles n'ont pas d'autre solution que de se vendre. C'est ça la difficulté. Pour créer de la trésorerie. Mais pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on ne veut pas toucher au modèle social. Tant qu'on ne voudra pas toucher au modèle social tel qu'il est aujourd'hui, on va avoir tous les groupes mondiaux qui décideront que les sites de production ne doivent pas être en France. Et c'est cette réalité-là. Pourquoi? Parce qu'ils pompent, ils usent. Mais comprenez quelque chose. Le modèle social en France, 20 à 32 milliards de l'argent qui est, j'emploie des mots forts, détourné des cotisations pour aller vers le système. Le système, c'est quoi? C'est ceux qui le gèrent, qui pondent des réglementations, qui emmerdent les gens toute la journée, qui ensuite vont contrôler que les réglementations sont appliquées, qui ensuite vont sanctionner ceux qui ne les respectent pas, qui ensuite vont accompagner les gens parce que c'est trop compliqué. On a réussi à créer un monstre qui ne cesse de se nourrir sur le dos des citoyens, sur le dos des acteurs économiques, sur le dos des entreprises. Et après, c'est facile. On dit c'est de la faute des entreprises, c'est de la faute de ceux qui sont mal gérés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut que les hommes politiques, les femmes politiques, de droite comme de gauche, acceptent de regarder la réalité en face. Alors, moi, je défends le revenu universel. On pourrait en discuter. Parce que je considère... Non, c'est pas un autre débat. C'est le débat. Il faut désintermédier. Si on continue de faire grossir notre système de la fonction publique avec des gens... Frédéric Lefebvre, juste d'un mot, parce que là on est parti sur un... Mais c'est ça, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Nicole Bricq, est-ce que... Le social,
Pardon. il sert de valeur d'ajustement. Mais je parle pas du social. Si. Non, je suis désolé. Un fonctionnaire qui vient emmerder les gens à Mais c'est pas- contrôler. Qu'est-ce que vous faites Pardon. des actionnaires et des dividendes? Vous Je- les oubliez un peu? Non, je vous dis une chose. Nicole Brick. Les Non, fonctionnaires je qui voudrais- sont là Un uniquement dernier pour mot, faire des peut-être. réglementations, c'est pas l'argent du social. Quand je Mais vais voir avec Julien Bayou, qui est pas de ma famille politique, des SDF qui sont dans la rue, qui sont projetés, qu'on emmerde sur le RSA, qui peuvent pas le toucher. Et il y a des gens, ils doivent remplir des dossiers toute la journée. Vous trouvez ça normal? Mais vous croyez Alors que par même- rapport à l'industrie, c'est ça la question? Non, Mais, c'est pas mais le- bien sûr que c'est ça. C'est un vous, autre êtes, débat. vous êtes hors sol. Mais Hors sol, pardonnez-moi, par rapport à la réalité mais des entreprises, hors sol. réfléchissez une De ce seconde. que vivent les salariés. Mais vous êtes à 1000 lieues, là. Vous Pardon. êtes sur la planète Mais, Mars. mais je Non, crois mais- que surtout, vous n'avez pas compris. Revenons Ça sur va Terre. venir. Nicole C'est Brick, qu'on- Mais j'ai bien compris. Que ça soit l'agriculture, Avec que le ça mois soit de juin, on va tous l'industrie, débattre. le système, aujourd'hui, prend à travers le système des charges, prend l'argent On a compris votre système. qu'on pourrait investir Ce sont des pour vases créer de communicants. l'emploi. Pas la question. Mais bien sûr que c'est la question. Les, Mais enfin, écoutez, les 70 milliards non, qu'on c'est donne pas- de fonds évidemment publics. la question. Laissez parler Nicole Brick, s'il vous Je plaît. voudrais Nicole simplement, Monsieur Quatrepoint a fait un retour en arrière. On revient sur Terre. Moi, je voudrais faire un petit rappel historique, mais vous vous en souvenez quand même. Il y a 6 ans, c'était donc sous le quinquennat de Monsieur Sarkozy, il y a eu le problème des achats d'Eurostar. Vous vous rappelez de ça? Le même débat a agité toute la vie politique française. Le même, exactement le même. Reprenez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est Siemens qui a emporté le marché. Parce que Les Allemands. Et quel bilan vous en tirez? non, mais ce que je Vous veux avez un dire, bilan c'est Moi, que nous, on a un bilan oui, de mais, cet achat. mais vous, parce que vous venez de Il est plus dresser cher que les uns prévu. les autres un tableau assez catastrophique. Bah, c'est le modèle social qui Alors, pompe le je système. sais, Voilà, je mais sais, faut- je suis allée avec Arnaud Montebourg lancer la filière fer et plus largement transport à Valenciennes, avec Alstom, tous les acteurs des transports. Bon, vous savez qu'il il a essayé de structurer l'industrie en filière. Vous connaissez ça très bien. Il a essayé, Bon, donc ça veut dire qu'il n'est pas allé au bout de non, ce- mais ça se fait pas attendez, Non, c'est quand on long, a- c'est très lourd. quand on a un appareil productif qui, comme vous venez de le décrire, ça se relève pas en 2 ans. Hein. Donc, il y a tout un travail qui a été fait. Et moi, j'étais dans la boucle parce que on avait voulu ensemble que chaque filière ait un comité export. Parce qu'il faut raisonner transport et pas uniquement faire. Parce que des besoins, il y en a. Il y en a dans le monde entier parce que les villes se développent dans le monde entier. Mais ça marche pas, Et Nicole Brick. Alstom n'arrive elles pas. font des tramways, Si, elles font. Si, on y aux arrive. États-Unis. On y arrive. Et si j'ai bien compris, puisque c'est aussi un débat qu'on a éternellement, l'État peut-il Ah oui, tout on faire? nationalise. En tout cas, pour l'instant, je constate que le Premier ministre, que le Président de la République, que le ministre des Transports, que le secrétaire d'État à l'Industrie et le ministre de Monsieur l'Économie servent d'agents commerciaux à Alstom en France. Pour essayer de trouver des clients ailleurs. Pourquoi ne le ferait-il pas, puisqu'on Mais- on le fait tous Alors, les attendez, jours Bernard Devers. à l'étranger? Regardez ce sujet. Mais ce que je veux Je donne la dire, parole à Jean-Michel c'est Castro. que, et je reviens à mon C'est propos de beaucoup de début, sociétés qui c'est ont de 4 années. faire monter en gamme notre industrie, parce que c'est vrai que ça va mieux au niveau macroéconomique, qu'on a retrouvé un peu de croissance, bon c'est fragile, mais c'est vrai aussi qu'on continue à perdre des emplois industriels. Alors, attendez, Des parts de Donc, marché industrielles. Donc, non Dans le mais monde. c'est vrai, Et en c'est vrai Europe. aussi. Donc il faut qu'on retrouve ces marges, il faut qu'on Vous m'avez pas retrouve- répondu. Et sur une Non, non, filière, non, on va voir un il sujet. faut raisonner en termes, c'est là où je veux Comment terminer, on trouvera des il faut marges raisonner en termes de valeur de la filière. Parce qu'on est excellent dans la conception de tous les des Bernard Devers transports, le disait tout à l'heure. on est excellent dans l'exploitation, je pense qu'on est les meilleurs au monde. On est excellent avec des entreprises comme Thales, par exemple, dans le domaine de la sécurité. Ce sont des pôles de valeur ajoutée et on est plus faible dans la production, effectivement. Alors. Dans la chaîne de valeur, Je on a, voudrais des juste- moments, on a des endroits de faiblesse. Et je voudrais, moi, faire passer ce message que ce n'est qu'ensemble, dans l'ensemble de la filière transport, qu'on réussira. Moi, j'ai trop souvent vu, quand je les défendais à l'étranger, être en concurrence les uns avec les autres. Et ça, on ne sait pas faire. C'est compliqué, en Et- effet. non, mais vous le La savez, stratégie ça. européenne. Alors qu'on pourrait Alors, emporter des marchés, C'est pas le problème. on pourrait emporter Nicole des Brick. marchés qui donnent de l'emploi localement, parce que on est très bon dans les Vous savez, moi, je suis des dans les Russes. segments Si on, de si on ben, fabriquait, voilà. si on fabriquait que les avions pour la France ou pour l'Europe, il faut fermer les chaînes à Toulouse
et en Allemagne. Bah oui. Oui, mais Forcément. justement, c'est quand même l'exemple d'une réussite. Et quand Alstom achète un contrat en Inde de 800 locomotives, il n'y a pas un emploi pour la France. Comme les Quand les locomotives Suisses américaines commandent d'ailleurs. 47 locomotives de fret de haut de gamme et qui, dans leur contrat, exigent que ça soit fait à Belfort pour des questions de qualité et de proximité, c'est une épine dans la stratégie d'Alstom qui est de rechercher des marges qu'on a plus dans la maintenance, plus dans les services, mais plus dans la que fabrication. produire lui-même. Donc il y a une fuite parce que Alstom a 4 années de commandes. Oui, mais le Il y a service 4 années, donc elle va pas si mal cette boîte. Elle va très bien. C'est pas le problème de sauver l'entreprise Alstom. Et sauver, la question c'est que nous sommes dans un moment crucial. Est-ce que la France veut avoir un rôle à une place de l'industrie dans son économie ou pas? Alors, non, on va regarder ce sujet. Non, Jean-Michel, regardez, on va regarder ce sujet tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Mais c'est un très beau sujet, par ailleurs, réalisé par Rim Benhammer, débarrassé de mots impropres. Bien sûr, mais Jean-Michel, vous allez voir, vous allez pouvoir parler. Moi, j'avais encore 2-3 questions à vous poser sur les stratégies économiques de Macron et de Montebourg qui ne disent pas la même chose. Mais on va y revenir juste après ce sujet de Rim Benhammer. C'est la saga des ministres qui se sont penchés sur cette entreprise avec Nicolas Sarkozy. Ça fatigue les salariés. En tout cas, peut-être que ceux qui nous regardent, ça va les intéresser. Nicolas Sarkozy est beaucoup plus jeune. Il est ministre de l'économie et il est au chevet de l'entreprise. Regardez. Ah ouais, la dernière fois qu'elle a été au chevet, on a perdu 11 000 emplois. Vous avez pris l'engagement, côté direction, côté gouvernement, de sauver ce site. Donc on compte sur vous et sur nos patrons pour faire en sorte qu'il y ait de la charge pour assurer la pérennité de cet établissement. En 2004 déjà, Nicolas Sarkozy est sur le terrain pour tenter de sauver Alstom. Tout juste nommé ministre de l'économie, il en fait sa priorité. La société est au bord de la faillite. L'État français rachète alors 20% du capital et préserve Alstom temporairement. Il y a bien sûr des inquiétudes, mais je crois que les syndicats ont compris que nous étions battus pour eux et que, enfin, l'entreprise avait les moyens, dans les 4 années qui viennent, de se faire sa place. 10 ans plus tard, l'État a revendu ses parts. Alstom est à nouveau en difficulté financière. Pour s'en sortir, le géant industriel veut revendre sa branche énergie à General Electric. Mais en plein débat sur le patriotisme économique, l'arrivée d'un Américain passe mal. Arnaud Montebourg, défenseur du Made in France, monte au créneau. On me dit souvent, mais monsieur le ministre, quel est votre choix? Pour l'instant, vous me permettrez de dire, pour l'instant, ma préférence, mon choix, c'est Alstom. Voilà, et c'est les intérêts industriels, technologiques, économiques de notre pays. Malgré la fronde politique, la vente est scellée. En contrepartie, le gouvernement français redevient actionnaire majoritaire. La croissance revient tirée par l'international, mais les commandes françaises, elles, s'effondrent. Les syndicats alertent le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, successeur d'Arnaud Montebourg. Lui aussi se rend à Belfort. À son tour, il promet de maintenir l'emploi. Belfort a un avenir industriel et que cet avenir industriel, il fait partie d'abord des engagements qui ont été pris de part et d'autre par Alstom, par General Electric et de ces engagements qui sont suivis par le gouvernement et les pouvoirs publics. Alors quand Alstom annonce l'arrêt de la production à Belfort, le gouvernement actuel est accusé de trahison. Depuis, il multiplie les annonces et les rencontres pour éviter un désastre économique comme celui de Florange et surtout que le dossier ne vienne entacher la campagne de 2017. Voilà, le débat s'est poursuivi, la campagne évidemment, elle est partie évidemment avec cette couleur autour de l'industrie, c'est d'ailleurs le débat de ce soir. La petite phrase quand même d'Emmanuel Macron qu'on vient de voir, il était conseiller du président Hollande, à l'époque où Arnaud Montebourg parlait secrétaire général, enfin il conseillait en tout cas sur les questions économiques. Vous êtes précis Jean-Michel, il disait, nous ne sommes pas au Venezuela, quand disait Arnaud Montebourg, faut nationaliser. Excusez-moi de revenir au débat. Poignarder Arnaud Montebourg voilà, on n'est pas au Venezuela. Ministériel à l'Élysée. Moi il l'a pas poignardé. Si. Et il le poignarde ou pas? Il le met en porte-à-faux. On n'est pas au Venezuela. Il le met en porte-à-faux. Il le met en porte-à-faux. Montebourg arrive avec la proposition, d'ailleurs la dernière proposition de Siemens et de Mitsubishi. Vous savez très bien qu'elle ne tenait pas la route, cette proposition. La proposition de Siemens et Mitsubishi. Non. Pourquoi elle ne tenait pas la route? Parce Siemens ne voulait pas. Parce que ça ne rentrait pas dans sa stratégie. Oui, mais enfin, quand vous êtes, madame, vous n'allez pas les forcer. Quand vous êtes banquier d'affaires, ce qu'a été Emmanuel Macron. Voilà, c'est le procès de Macron. Non, attendez, je continue. Non, ça ne marche pas. Allez au bout, Jean-Michel. Je continue. 4 points. Bon. Quand vous traitez un dossier, vous avez une proposition
Et la proposition de Siemens Mitsubishi qui arrive le matin est nettement plus intéressante que celle de General Electric. D'abord, de 2 milliards d'euros, il y a une différence de 2 milliards d'euros, et ensuite, surtout, Siemens prend les turbines à gaz, il y avait que ça qui intéressait Siemens, il y avait que ça qui intéressait réellement General Electric au départ. Mais nos fameuses turbines à gaz. Et pour le reste, Mitsubishi prend 40% du reste d'Alstom. Et au total, il y a 2 milliards de plus. Et pourquoi on ne prend pas ? Attendez. On ne prend pas parce que, Madame Brick vous l'a dit, Siemens, au fond, n'en voulait pas, et puis Krohn ne voulait pas. Mais Krohn ne qu'est-ce voulait que vous pas, faites ? d'accord. Vous avez cette proposition, vous allez voir General Electric. Il faut être conseiller les enchères. Vous vous alignez. Vous vous alignez. Ils ne l'ont pas fait. Moi, c'est ce que je leur reproche. C'est ce que je reproche à Macron, et c'est ce que je reproche éventuellement à Montebourg, et bien sûr au président de la République. Jean-Michel, Ils ne l'ont pas fait. Jean-Michel, 4 points. Juste un mot. Il y a quand même quelqu'un qui conseillait Emmanuel Macron à l'époque, il est dans l'ombre, il n'est pas encore ministre, qui dit on n'est pas au Venezuela. En un mot, il dit à Montebourg, c'est un sombre communiste. C'est fini, ce temps est passé. Vous, l'économiste, le journaliste économique, il y a pas mal d'économistes qui sont exprimés en disant de toute façon, on ne sauvera pas Alstom en réinjectant de l'argent public. C'est pas ça le débat. Vous êtes sur cette ligne où vous dites que l'État doit être vraiment puissant, souverain dans ce genre d'entreprise. Moi, je dis que l'État doit avoir une stratégie à long terme, ce qu'il n'a pas depuis très longtemps. C'est ça. Et qu'il doit avoir des hommes capables d'avoir une vision à long terme, ce qu'il n'a plus depuis qu'on a fusionné Bercy, le ministère de l'Industrie, etc. Donc, il n'y a pas de compétences. Et quand vos hauts fonctionnaires, ceux qui gèrent les participations de l'État, font le va-et-vient entre les banques d'affaires anglo-saxonnes généralement et la fonction publique, ça ne peut pas fonctionner. Bernard Devers, un petit mot. Vous le dites dans votre livre, on a financiarisé notre économie. Vous parlez aussi de ces dividendes qui remontent beaucoup plus que finalement l'investissement productif qu'on fait dans l'entreprise. Est-ce que et qui vous aurez ce débat peut-être avec Frédéric Lefebvre. Est-ce que ça c'est un point qui aujourd'hui mine notre industrie, ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal. Je pense qu'on a inversé les donnes. Avant l'industrie alimentait la bourse, maintenant c'est la bourse qui pompe l'industrie. L'industrie, elle souffre pas de tout ce débat qu'on a eu ces dernières années, le coût du travail. Ah bon, le modèle social, vous pensez pas que... Je le pense pas, même s'il faut l'améliorer. On est prêt à regarder les gâchis qu'il peut engendrer, c'est autre chose. Mais le modèle social en lui-même, c'est pas ça qui pèse. C'est quand vous avez des taux de rendement aujourd'hui, des exigences pour le retour sur les actionnaires et tout ça dans l'industrie. L'industrie, elle fonctionne à 4-5% de marge. Réelle, je parle. Oui. Réelle. Et quand vous avez du 12, du 18, du 24%, qu'est-ce qu'il fait General Electric quand il vient d'acheter Alstom ? Alstom, la moyenne, c'est 9% de marge. Eh bien, General Electric a monté à 18,6% de marge. Et toutes les activités qui ne rapportent pas 18,6 sont liquides. Soit on les vend, soit on liquide. C'est terrible. Et General Electric... Pourquoi ? Parce que l'actionnaire réclame aujourd'hui... Regardez le pompage des marchés financiers. C'est énorme, c'est énorme. Mais Nicole Brick, je vous pose la question. Il y a eu cette entreprise CGE, Alcatel, Alstom, ensuite Alstom, et puis aujourd'hui un petit Alstom, puisqu'on a vendu une grande partie. Non mais attendez, dans l'affaire, moi je n'étais pas partie prenante à la négociation. Bon, Monsieur Quatrepoint, vous avez l'air d'y avoir assisté, pas moi. Enfin, il a enquêté, visiblement. Et franchement, je me contente de lire des gens sérieux, vous en êtes. Mais ce que je veux dire... Ou de l'entendre, parce qu'il est là en chair et en os. Ce que je veux dire, on a un débat aussi sur la capacité à produire en France. Oui. D'abord, je voudrais faire remarquer que la France est un pays attractif. Et nous avons beaucoup d'entreprises étrangères qui produisent en France. Et parce que nous avons des atouts, nous avons une bonne qualité de main-d'œuvre, nous avons des bonnes infrastructures, nous sommes un pays où la culture compte et ça compte pour les dirigeants qui sont en France. Et donc, il ne faut pas faire tirer sur les entreprises étrangères. Il ne faut pas faire un panorama si noir. S'agissant de General Electric, vous savez qu'il produit beaucoup en France. Oui, depuis très longtemps. Vous le savez depuis très longtemps. C'est un argument d'ailleurs qui était évoqué. Oui, mais c'est très important ça. Et quand vous êtes, c'est pour ça que je reviens à l'argument de la compétitivité. Le patriotisme économique, c'est ça. C'est de retrouver de la compétitivité dans notre industrie. En baissant quoi ? En baissant le coût du travail ? Je ne fais pas un cours. J'essaie de faire passer une conviction. Parce que si on est compétitif en France, on le sera dans le monde. Et quand vous avez tout à l'heure parlé de l'Europe, parce que ça c'est important, notamment dans le domaine de l'énergie. Vous savez qu'on a une difficulté européenne au niveau de l'énergie. Mais pas seulement. Non, parce que s'il faut faire de la relance, je parlais d'EDF, à la fois par la demande, par tout ce que vous voulez,
c'est à l'échelle européenne. Et moi, j'ai écouté monsieur par rapport au mécanisme de défense commerciale. Vous l'avez évoqué tout à l'heure pour la France, mais je pense que c'est au niveau européen qu'il faut l'avoir. Et parce que vous avez évoqué les amendes, etc. Bon, j'ai entendu le discours de monsieur Juncker, c'était hier. J'ai bien entendu qu'il était prêt en matière de défense commerciale. On a des outils, mais pas aussi bons que ceux des Américains. Et oui, parce qu'on parlait, les Américains se protègent tout de suite. Non, mais c'est clair. Mais j'ai entendu qu'il était prêt. Il était prêt à engager un mécanisme. Vous savez qu'on a un problème dans la sidérurgie avec les Chinois qui ont inondé le marché, qui l'ont tué du reste, y compris leurs boîtes qu'ils ont en Chine. Donc l'idée est effectivement, et ça je trouve que ça c'est intelligent, Montebourg il pourrait revenir sur ce qu'il disait il y a quelques années, que l'Europe se dote d'un outil qui... Pas la France, mais l'Europe. Qui disent, quand il y a un problème, on relève. Mais ça veut dire que l'Europe doit être indépendante des États-Unis. Et ça, c'est la condition. Oui, il y a des députés des Français d'étrangers. J'ai cru comprendre que c'était le message du président Obama quand il dit à l'Europe « Faites vous-même ». Faites vous-même. Le président Obama. Il est venu plusieurs fois dire qu'on attend que l'Europe se relève et prenne ses responsabilités. Il n'a pas tort là-dessus. Mais en même temps, il essaye d'imposer le TAFTA et Juncker veut imposer le TAFTA. Mais attendez, attendez. Tout le monde sait très bien qu'on est en période électorale en Allemagne, en France, j'ai une question. Attendez, j'ai une question. Frédéric Lefebvre, vous êtes député des Français à l'étranger, États-Unis. On voit effectivement cette stratégie américaine. C'est vrai que dans l'actualité, quand on la suit de près, on a vu deux informations concomitantes. Il y a eu à la fois la vente, la fabrication de ces locomotives, ce train très moderne qui va circuler aux États-Unis. Là, on parlait d'Alstom. Puis quelques jours plus tard, on a parlé de la fermeture du site. C'était deux informations concomitantes. Mais on a découvert, comme vous disiez, que c'était fait aux États-Unis et pas en France. Oui, mais attendez, moi je connais quand même bien les marchés internationaux et le commerce international. C'est le hasard total du calendrier. Non. Tous les pays veulent avoir une production locale. Alors, la stratégie des grandes entreprises françaises, c'est d'avoir acheté c'est pas le problème. Sur place. C'est pas ça la question. Non, mais si, c'est une question, pas la question qui est posée. Vous aurez le problème partout. Vous aurez le problème partout. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure... l'usine au Kazakhstan, on croyait que c'est pas aller... Attendez, Frédéric Lefebvre est là, je vous le présente, regardez, il est là. C'est moi. Frédéric Lefebvre, il veut nous dire un petit mot. Juste, je reviens... Il veut placer un petit mot. Non, ne nous parlez pas de revenu universel, ce sera un autre débat. Si vous souhaitez que je continue de vous écouter comme je le fais avec beaucoup de plaisir depuis tout à l'heure, je le ferai avec le sourire même. Frédéric Lefebvre, quand même. Simplement, je voudrais justement essayer de parler de logique industrielle. Je voudrais dire que, après, je ne parle pas de la manière dont ça a été négocié. Mais je parle pas de les choses sont claires. Mais je voudrais dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que un des gros problèmes aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a plus de commande publique. Par ailleurs, il y a une réalité, c'est que on a un des plus beaux tissus de TGV, de trains à grande vitesse. On avait, parce que c'est brinque-ballant. Non, mais il y a des difficultés. Mais on a aujourd'hui en France... les États-Unis ont un des réseaux ferroviaires les plus dramatiques qui existent. Nous aussi. Et donc, j'ai dit brinque-ballant, vous voyez. Pardon, c'est pas la même chose. Nous, on a un réseau. Non, mais c'est vrai. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'on a le plus vieux d'Europe. Le plus vieux d'Europe, parce qu'on a développé notamment à outrance. Mais et en Île-de-France, mais je voudrais terminer. Laissez-le finir, parce qu'il va jusqu'au bout d'une logique. Voilà. Si vous le coupez, on n'y arrive pas. Non, j'essaye. Allez, Frédéric. Simplement parce qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui, et c'est donc sur le plan purement industriel, parfaitement intelligent, qu'il y ait une logique transatlantique sur le ferroviaire avec le savoir-faire français, parce qu'il y a un marché absolument énorme pour le futur aux États-Unis sur le ferroviaire. Donc je voudrais dire que c'est pas en soi. En termes de stratégie, c'est tout. Frédéric Lefebvre, je peux vous poser une question simple. Pendant que la France développe les bus, parce que c'est vrai que c'était une loi qui a occupé quand même pas mal de temps à l'Assemblée, avec les bus Macron, et je mets un guillemet, les États-Unis développent le train. Est-ce qu'on est dans la bonne stratégie, ou est-ce qu'on devrait accentuer un peu plus notre stratégie ferroviaire? Non, je pense que... Non, mais je sais pas. Mais nous, on a un problème. On a un problème qui est très juste, c'est qu'on a un réseau qui est dans un état absolument catastrophique. Parce que on a investi à marche forcée sur les TGV, sur les TER, sauf que derrière, on n'a pas entretenu le réseau. Et c'est une des difficultés qui a valu ensuite des stratégies capitalistiques compliquées entre les différentes sociétés. Je ne veux pas revenir sur tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment,
Et c'est pour ça que c'est pas contradictoire ce qu'on dit. Moi, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on a un problème de financiarisation de l'économie avec des volontés de retour sur investissement qui sont très énormes. C'est une réalité. Mais la raison pour laquelle la France souffre plus que les autres, c'est que son modèle c'est qu'on n'accepte pas de regarder la réalité de notre modèle et qu'aujourd'hui, on est dans une économie, qu'on le veuille ou non, qui est mondiale. Et donc, il faut avoir cette vision mondiale. Voilà, on est mondialisé. Il faut avoir, mais bien sûr que nous sommes mondialisés. Il faut avoir une stratégie mondiale. Il faut, on a des atouts. Nicole Bricq, d'ailleurs, le sait, puisque ça a été en grande partie son travail. Moi-même, je passe mon temps souvent à rencontrer des acteurs économiques français, y compris d'ailleurs de certaines très grandes entreprises françaises sur le territoire américain, et je vois à quel point nos savoir-faire sont reconnus, notre industrie est reconnue. Cocorico. Nous sommes reconnus d'ailleurs comme des acteurs français. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de réussir. Si simplement on essayait d'avoir cette vision mondiale, que au lieu de faire des bagarres en permanence entre élus et de raconter des sornettes aux gens, aux salariés, aux citoyens, au lieu de perdre du temps sur des débats dont tout le monde se fiche. Pas tous les débats. Je pense par exemple, on l'a vécu ici au Parlement, vous l'avez vécu tout autant au Sénat, les 8 mois qu'on a passés sur la déchéance de nationalité, c'est un sujet dont tout le monde se fout. 4, alors, vous n'allez pas être dépisé, Frédéric Lefebvre, vous alors qu'on a des sujets majeurs sur lesquels on doit travailler. Je veux revenir sur mes turbines, excusez-moi. Et en s'additionnant. Ça peut paraître comme ça un peu technique, mais moi ça m'a passionné cette histoire. Et il y a un député à l'Assemblée nationale qui s'appelle Daniel Fasquelle, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, et qui depuis plusieurs mois s'est intéressé, trésorier, s'est intéressé de très près à ce dossier Alstom en s'intéressant à cette vente, comme exactement Jean-Michel Castro. Je peux en témoigner. Puisque... sur cette vente à General Electric, et c'est vrai, vous allez le voir, qu'il a à la fois une analyse, une expertise et certaines critiques à formuler. Écoutez-le. C'est surtout une conséquence directe de l'incapacité qu'a ce gouvernement à anticiper les choses et à défendre nos grands champions français dans la compétition internationale. Alors, le gouvernement a laissé la branche énergie d'Alstom rachetée par General Electric. C'est en soi une catastrophe parce que la branche énergie d'Alstom faisait la fierté de l'industrie française. Malheureusement, tout cela est aujourd'hui petit à petit englouti par General Electric. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est malheureusement chronique d'une mort annoncée. Le gouvernement, dans le domaine du ferroviaire, a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Des commandes de locomotives en dehors de France, alors que nous avons un champion français qu'il faut soutenir. Et puis par ailleurs, des décisions comme la loi Macron qui multiplie les lignes de bus et qui font qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre le bus et le ferroviaire, alors qu'il faudrait encourager le ferroviaire. Le gouvernement était forcément au courant, ou s'il ne l'était pas, c'est encore plus grave que ce que l'on peut penser. Il était forcément au courant, puisque l'État possède 20% du capital d'Alstom Transport, possède 20% jusqu'en 2018. Et là, il faudra mettre 1 milliard sur la table, et comme par hasard, après l'élection présidentielle, si on veut garder une présence dans le capital d'Alstom Transport. C'est le vrai sujet, le patriotisme économique. Il faut s'inspirer de ce que font les Américains, qui ont un grand discours libéral d'un côté, mais qui de l'autre savent défendre leurs champions nationaux et savent aussi parfois même déstabiliser. C'était le cas dans le dossier Alstom, les champions étrangers pour les faire acheter par leurs propres entreprises. Alors il y a des solutions. Les solutions, elles consistent tout simplement à dire qu'à partir du moment où on utilise de l'argent public français, il faut pouvoir privilégier les commandes auprès d'entreprises françaises. C'est un combat qui est à mener à Bruxelles. Il faut une vraie politique industrielle française, mais il faut aussi une vraie politique industrielle européenne qui manque aujourd'hui. Le droit de la concurrence européen est appliqué de façon absurde. On empêche la création de grands champions européens et pendant ce temps-là, ce sont les champions asiatiques ou américains qui viennent faire leur marché en Europe. Cette situation ne peut plus durer. Ma crainte, c'est qu'il se passe ce qui s'est passé pour Alstom Energy, c'est-à-dire le rachat d'Alstom Transport par une entreprise étrangère, américaine ou asiatique, chinoise ou japonaise. On sait qu'il y a maintenant des concurrents d'Alstom un peu partout dans le monde, en Russie également. On a parlé à un moment du rachat d'Alstom Transport par une entreprise russe et vous verrez que c'est de cette façon malheureusement que cette belle aventure se terminera. General Electric avait promis 1000 emplois.
Aujourd'hui, ils ont supprimé 800 emplois, ils n'ont pas créé 1000 emplois. Et vous verrez qu'après l'élection présidentielle, non seulement ils ne tiendront aucune de leurs promesses, mais petit à petit, ils réorganiseront leurs activités en Europe et dans le monde au détriment malheureusement de la France. Si on veut préserver les emplois industriels en France, il faut préserver de grands champions français. Chronique d'une mort annoncée, il parle de patriotisme économique, ce député LR qui dit voilà, il faut que les entreprises françaises achètent ici. Il dit que Bruxelles doit revoir ses règles quand même, c'est pas rien. Il faut repenser les règles que vous évoquiez tout à l'heure. C'est des règles effectivement lorsque un gouvernement aide une entreprise, il ne faut pas qu'elle évidemment que se fasse sanctionner. Sur mes turbines, excuse-moi d'y revenir, on était la France le fleuron de ces turbines, on vendait, on exportait. Pourquoi Arabelle. Oui, les turbines pour le nucléaire. Comment vous expliquez, vous qui avez enquêté, et j'aimerais vous entendre tous les quatre, que par exemple des grandes entreprises comme Engie, qui sont des fleurons, ne soient pas montées au créneau sur cette question pour essayer de garder en son sein des turbines, une technologie et EDF. Comment se fait-il qu'on ait perdu cette technologie qui soit partie aux États-Unis? Elle n'est pas perdue. Elle est dans une société qui s'appelle GEAST, dont General Electric détient 80%. Bah oui, enfin, oui, excusez-moi du peu. Ce sont les États-Unis aujourd'hui, les Américains qui possèdent. Qui posera des problèmes d'ailleurs un jour à l'exportation si on exporte les turbines Arabelle. Derrière cette question, il y a tout l'enjeu des brevets que personne ne parle. Exactement. Tous les brevets sont partis à Cincinnati aux États-Unis. Parce que c'est la première chose qu'a fait General Electric. General Electric a racheté Alstom Power, Alstom Energy, dans un premier temps. Et il a récupéré tout le portefeuille de brevets qui était localisé, pour l'essentiel, en Suisse. Et le brevet, c'est l'enjeu. Et après, on a fait des filiales, des co-filiales, des co-entreprises. Vous nous dites qu'on va racheter, en fait, un jour, à General Electric, des choses qu'on avait inventées, en fait. Oui. Faisons simple. Oui. C'est ça. Non, mais c'est ça que... Alors, un mot sur savait-il ou savait-il pas? Est-ce que le président de la République savait ou savait pas? On le lit, on l'entend depuis longtemps. Je pense que, encore une fois, les dirigeants d'Alstom ont agi exactement comme ils avaient fait pour General Electric. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça sans en parler au conseil d'administration, sans en parler au gouvernement. Bien évidemment, les députés sont au courant qu'il y a des problèmes de commandes, de difficultés au jour le jour. Mais globalement, pas le choix ils ont décidé. Et je pense, alors, sciemment ou pas, il y a évidemment une erreur de communication manifeste, volontaire ou pas, de la part... Pas forcément une erreur. Hein, non, mais je dis, oui... D'annoncer de manière tranchée la fermeture du site. De son point de vue. Voilà. Non, mais sur cette question, il faut éclairer quand même. Les turbines, on achètera je ne parle pas des turbines, mais par rapport, on ne savait pas. Janvier 2015, question au ministre de l'époque, à l'Assemblée nationale, sur les 10 000 à 15 000 suppressions d'emplois. Courrier, et on n'est pas les seuls à l'avoir fait, au président de la République, février 2016. Réponse, le 29 juin 2016. Et ce qui s'est passé, parce que là on est en train de discuter quelque chose, mais sur le plan social, il faut le savoir. Le matin même, il y a un comité de groupe européen où la direction dit on a des problèmes de charge, on est en train de regarder... De charge, d'activité par site. Valenciennes, Richthofen, Étré, tout ça. Parce que moi, je vais vous le dire, moi j'ai eu le plan de restructuration jusqu'en 2019. On a les dates et les emplois qui vont être supprimés. Donc c'est quoi là? C'est quoi le plan de... C'est un plan. Il y a 25 000 emplois dans la filière. Il est prévu, si on ne fait rien, que d'ici 2019-2020, après il y a une reprise, parce qu'on est sur les perspectives, il y a la possibilité entre... Macron, il dit 10 000, la FIF, la Fédération professionnelle, dit 15 000 emplois qu'on va supprimer dans les capacités industrielles. C'est ça l'enjeu derrière Belfort. Et quand la direction, où tout le monde dit on ne sait pas, le matin, le comité de groupe, je suis un peu long, mais juste pour expliquer comment ça s'est passé chez Belfort. Non, mais c'est très les salariés. Les salariés, le matin, on leur dit, avec les grands dirigeants européens d'Alstom, ne vous inquiétez pas, on se donne jusqu'en novembre pour trouver des solutions alternatives, pour pas fermer. Alternative, donc proposer une autre production, autre chose. On regarde. Nous, syndicalement, on dit, on est partant. À 13h, à Belfort, le directeur descend au restaurant d'entreprise. Il va voir les délégués. Venez, j'ai une information à vous donner. Dans les couloirs. Et alors ? On ferme 2018. C'est quoi le choc? Changement de pied total. Le choc. Et tout est préparé par service. Tous les salariés sont convoqués. L'idée que François Hollande est pris au piège par une stratégie. À ce jour, on n'a pas de comité d'entreprise. Toutes les instances ont été retenues. On n'a aucune... Le PDG devait venir à l'Assemblée hier et il a annulé. Ça, c'est de la méthode, ça. On nous parle de dialogue social. C'est ça le choc.
Nicole Bricq, François Hollande, alors il y a des dates, il y a des questions, mais il était piégé par une direction qui finalement travaille comme ça, un petit cabinet. Je vous écoute, j'ai écouté tout à l'heure, puisque vous m'avez parlé de lui, de Emmanuel Macron, dans ce qu'il a dit hier à Rennes. Oui, c'était hier, il y était. Et ce qu'il avait dit auparavant. Parce que tout de suite, on a cherché le bouc émissaire. Ah ben voilà, allons-y, tapons sur Macron. À droite, à gauche, tout le monde y va. De plus en plus fort, tellement facile. Mais lui, il a parlé effectivement des salariés. À chaque fois, il a dit, moi, je me suis engagé là-dessus, pas sur autre chose. Donc, je considère, et il dit, je ne suis pas le genre à faire des promesses que je ne peux pas tenir. Ou que d'autres ne peuvent pas tenir. Donc, je pense qu'il a quand même ce courage de dire la vérité. C'est peut-être pas la vôtre, mais il reconnaît, reconnaît qu'il y a un problème. Reconnaît qu'il y a un problème. Alors, quand si ce que vous nous dites est vrai, j'ai pas de raison de penser que ce n'est pas vrai. À ce moment-là, je pense que le choix de la date, parce qu'on est quand même en campagne électorale, le choix de la date, par cette annonce et après le rétro-pédalage. Changement de pied, puisqu'en fait, il ferme plus. Oui, on va s'appeler le changement de pied de la direction qui accepte quand même l'idée d'une négociation. Bon, la négociation a le tour. Mais on l'a vous voyez la négociation. Non, mais attendez, moi je parle de la méthode. Ah ben oui. C'est ça. Parlons excusez-moi, mais c'est un poker menteur. On assiste. Non, mais moi je mens pas, monsieur. Mais pas vous, mais vous n'êtes pas dans le coup peut-être. Bon, donc il y a un coup politique. Non, mais attendez, moi je suis quand même une parlementaire. L'opération, c'est qu'on va continuer à délocaliser les activités à réchauffer de ce qu'ils ont aujourd'hui, et on va transférer des maintenances à la SNCF. Nicole Bricq, attendez, juste le coup politique, c'est l'idée de Bernard Devers. Non, mais attendez, c'est l'idée de déstabiliser François Hollande. Non, pas le déstabiliser. J'essaie de comprendre. Déstabilise. De toute façon, vous avez vu, on va demander à la RATP de prendre ça, on va demander à la SNCF. Oui, mais peut-être, mais en attendant. Belfort, c'est le seul site qui fait des locomotives et des motrices pour le TGV. C'est le seul site en France. Oui, mais bon, on va pas reprendre la discussion de tout à l'heure. Parce que derrière, le débat se termine. De commercial du moins 10 ans, c'est des savoir-faire, c'est des compétences, c'est des atouts. On est d'accord, C'est ça l'essentiel. Juste, Romain. J'ai commencé à parler du manque d'anticipation de la direction d'Alstom concernant qu'est-ce que vous vouliez qu'il ferme plus tôt ? On le sait, ça. Mais ça se prépare. Nicole Bricq, je vais donner la parole à Frédéric Lefebvre. La reconversion des sites, ça se prépare. Il y a d'autres sites d'Alstom en France. Qu'on abandonne cette activité ? Attendez. Frédéric Lefebvre, est-ce que je peux me permettre ? Florange, c'était l'outil qui était obsolète. Bon, il y a eu des engagements de modernisation. Là, c'est pas l'outil. C'est le fait que le marché est mature en France et qu'on a du mal à être dans la concurrence à l'international. Le Grand Paris, la ligne Turin-Milan, le TGV de futur, si on abandonne Belfort, le TGV de futur ne se fera pas en France. Je prends date. Mais vous êtes enregistré, Frédéric Lefebvre. Est-ce qu'il y a une capitulation finalement ? Il a parlé de 2018. Nicole Bricq, le débat se termine juste un petit tour de table sur. On a parlé quand même des États-Unis, on a parlé de General Electric, on a parlé de cette entreprise qui se rabougrit. Est-ce que c'est chronique d'une mort annoncée, comme le disait tout à l'heure votre collègue Fasquelle ? Moi, je pense qu'en fait, c'est la fin d'Alstom indirectement. L'État, à travers des gesticulations politiques, s'est donné le sentiment de pouvoir, en mettant des représentants à l'intérieur du conseil d'administration, influer sur quoi que ce soit. La réalité, c'est qu'on est dans un groupe mondial maintenant. Encore eût-il fallu qu'ils fussent au courant, les administrateurs. Allez-y, Frédéric Lefebvre. Allez-y, Frédéric Lefebvre. Oui, c'est vrai. Frédéric Lefebvre, écoutez-le, s'il vous plaît. Il vous écoute. J'essaye de les écouter, mais... non, je disais simplement qu'en fait, on est dans une situation aujourd'hui où je crains, par-dessus tout, les gesticulations sans vision. Quelle est la vision ? La vision, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, on sait qu'on a un savoir-faire à un endroit. On sait que ce savoir-faire, il y a des marchés dans notre pays, mais des marchés dans d'autres pays du monde, et qu'on a encore une capacité de sauver le savoir-faire et l'outil de production sur le territoire français. Dans un cas comme celui-là, le président Obama, par exemple, je peux vous dire, je l'ai vu faire, annoncer qu'il allait pénaliser un certain nombre d'entreprises si les sites de production n'étaient américaines, si les sites de production n'étaient pas rapatriés sur le sol américain, parce qu'on définit
des stratégies avec une vision. Ce qui manque dans notre pays, c'est que ce soit la droite, que ce soit la gauche, Dernier mot, Frédéric. on est dans de la gesticulation. Au lieu d'avoir une vision avec une stratégie, en ne refusant pas la mondialisation, en arrêtant de faire croire qu'on peut, en Dernier mot, nationalisant s'il vous plaît. ou en faisant du patriotisme simplement avec des coups, régler le problème, c'est faux. Et il faut mettre sur la table, je ne vais pas revenir sur tout ce que je disais tout à l'heure, mais il faut mettre sur la table une vraie stratégie industrielle mondiale pour un pays comme Merci la France. Jean-Michel 4 points. Le scandale d'Alstom. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à Frédéric Lefebvre, député LR. Merci à Nicole Bricq qui nous a parlé de ce sujet, sénatrice Seine-et-Marne socialiste. Et merci à Bernard Devers avec ce livre La Bourse ou l'Industrie. Il est sorti aux éditions de l'Atelier. C'est intéressant à découvrir. Merci à vous quatre. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Romain qui n'a pas pu s'exprimer, mais vous reviendrez, Romain. Je vais me faire tirer les oreilles sur les réseaux sociaux. Demain, on s'intéresse au... Et on l'a pas vu, Romain. Tout le monde est triste. Et on parle demain des bouts rouges. On en parle. Bonne soirée. Nous sommes très en retard. Au revoir.